L'étrange affaire de Fautet, écrit et conté par Ravadam. Il y avait 2 spécimens assis l'un à côté de l'autre sur un banc, à la sortie du village de Fautet. Les gens par ici les connaissaient comme Hubert et Loïc, ou encore les bougies humaines, à cause de leurs bourrelets qui débordent par vagues, et de leur dos courbé qui leur donne l'air d'un morceau de cire qui aurait fondu et se serait affaissé. On disait qu'il touchait une pension de l'État. Loïc est là, ce jour-là, un doigt dans son gros nez dardé de points noirs. Pas plus rebutant que d'ordinaire. Soudain, il dit cette phrase qui résonne comme un tonnerre dans le ciel bleu. « J'en ai marre, Hubert. J'en ai marre qu'on soit comme ça, qu'on fasse semblant. » Hubert ne réagit pas tout de suite. Il a d'abord un mouvement de crispation et il serre sa canette de bière. On peut entendre la canette se plier lentement. Il parvient à se tourner vers son compagnon d'oisiveté et de handicap sévère. Il a le regard d'un fou, peut-être même d'un possédé. Une force sinistre semble l'envelopper. Parfois, elle est presque palpable. « Mais qu'est-ce que tu racontes, idiot ?» Loïc se sent gêné, intimidé. Une peur le saisit. La peur du changement. Mais il insiste. « On n'est pas moins dotés que les autres. On devrait aider, faire quelque chose de nos journées. » Tu dis n'importe quoi. On a une pension tous les mois et tu voudrais aller bosser. Oui, j'en ai marre de rester comme une loque toute la journée. Ils cessent de parler et reprennent leur air songeur et un tant soit peu dérangé. C'est Steve qui passe en vélo. Il est allé voir son cousin pour jouer à la PlayStation. Il fronce les sourcils en les voyant et jurerait les avoir vus parler. Loïc le voit s'éloigner et reprend. « Toi et moi, on sait très bien qu'on joue la comédie. » C'est honteux. Comment tu peux dire ça alors que j'ai des articulations de grand-mère? Et j'ai surtout ce handicap de langage. J'ai une mémoire de poisson. Ça fait 15 ans que je suis déclaré inapte au travail. Et toi aussi, au cas où tu te le rappellerais pas. Et c'est pour ça qu'on discute sans problème. Tu vois qu'on peut travailler. C'est juste qu'on n'a pas envie. Hubert est si contrarié qu'il plie tout à fait sa bière et ouvre son paquet de cigarettes en tremblant. « Je vais pas me mettre à bosser après toutes ces années à rien faire, » dit-il. « Si tu veux te rendre utile, t'as qu'à aller le voir, le maire, et lui demander un emploi. Maintenant, laisse-moi tranquille, avec mes problèmes de santé. » Loïc le regarde allumer sa cigarette, puis il a un rire nerveux qui se mue rapidement en fou rire. Une quinte de tout le prend. Mais le rire persiste, et il doit se lever du banc. Il fait quelques pas, les mains sur ses genoux, à cracher un glaire çà et là. Hubert le jauge le regard noir. « Arrête tout de suite !» Mais Loïc continue à rire. Il a les larmes aux yeux. Tour à tour, il tousse et expulse un ricanement. Il en a mal partout. Cette fois, c'en est trop. Hubert se lève, un peu trop vite, si bien qu'il perd l'équilibre et met un genou à terre. Il pointe Loïc de sa canne et prononce cette menace sordide. « Tu es banni. Tu es banni du banc. Va-t'en !» Le rire de Loïc va décrescendo. Il en perd le sourire et fixe son acolyte de ses yeux larmoyants. Mais il ne peut pas retenir son rire. Pourtant, il parvient à dire « J'en fais plus ton banc. J'irai m'en trouver un autre. » Et sur ces bonnes paroles, Loïc s'en va nonchalamment, en boitant, en direction du village. Il veut parler au maire. Hubert est stupéfait. Il le regarde impuissant, mais finit par dire, tandis qu'une centaine de mètres les séparent. « T'es un vrai salaud, Loïc. T'es un bel enfoiré. » Hubert reste sur son banc. Que va-t-il faire à présent? À qui va-t-il parler? Pire, Loïc risquerait de tout compromettre. Il est pris de panique. « Loïc, attends. Attends-moi !» Loïc l'attend, un sourire en coin, amusé. « Loïc, pourquoi on n'irait pas chez moi faire une partie de cartes? Si demain tu tiens toujours à travailler, je t'accompagnerai chez le maire, je te promets. » Loïc, candide, n'hésite pas
et le suit. Ils finissent donc la journée sur une partie de cartes et chacun rentre chez soi, pilule et au dodo. Le lendemain, Loïc sonne chez Hubert. Il est 7 heures du matin. Apeuré, Hubert tient sa couette à deux mains. Qui peut bien venir le déranger de si bon matin? Normalement, il rejoint Loïc sur le banc, sur les environs de midi. Ils boivent leur bière, puis ils vont au bar de la Grand Place. Toujours en se traînant et avec cet air ahuri qui fait bien comprendre à tout le monde qu'ils sont inaptes au travail. Le médecin ne prend même plus la peine de les convoquer comme avant. C'est maintenant acquis que Loïc et Hubert sont juste des bons à rien. Les pauvres, ils avaient quelque chose dans la tête qui les rendait impotents. Aux rares personnes qui demandaient « Mais de quoi sont-ils atteints ?» On disait simplement « Bah, ils sont pas capables de travailler, c'est tout. » On sonne à nouveau. Cette fois, Hubert se décide à ouvrir. Il ouvre la porte en bois. Derrière, il y a une grille. À travers les barreaux noirs, il voit Loïc, avec un sourire sincère, rasé de près, une chemise à carreaux repassée et un calepin sous le bras. « Je veux travailler, » dit-il soudain. « Tu m'accompagnes comme promis. » Hubert est choqué. Par l'heure matinale, par cette soudaine envie de travailler, mais surtout par sa façon de parler. Aussi longtemps qu'Hubert s'en souvienne, Loïc a toujours eu beaucoup de mal à prononcer 3 mots. « Bon, tu viens ?» Hubert ne sait pas quoi dire. Il cherche ses mots. « Quoi, tu veux vraiment retourner sur ce banc jusqu'à ce que la mort te prenne ? Allez, viens !» Loïc passe un bras à travers la grille et prend Hubert par le poignet. Ce dernier a un léger mouvement de recul. Travailler lui donne la nausée. Je ne crois pas que je peux faire ça, dit Hubert. Ils vont se dire que moi aussi je peux travailler. Et c'est trop risqué. Vas-y, toi. Mais dis-leur que je suis toujours le même, d'accord ? Tu leur diras que toi, tu as eu une révélation, ou mieux que tu t'es cogné la tête, et que ça t'a remis les idées en place. Loïc lâche prise. Il semble déçu, comme s'il venait de comprendre qui était vraiment son ami. Il s'éloigne et dit sans se retourner. « Tu n'as rien compris à la vie, Hubert. T'es un loser. Et tu mourras en loser. » Hubert ne réagit pas. Être un loser, comme disait Loïc, c'était très exactement le plan. Créer une entreprise, cravacher, être quelqu'un, oh, non merci. Tout ça, c'était les salades qu'on vous vendait sur YouTube. Et depuis des années. On vous les vendait à l'école, en entreprise, partout. Hubert, lui, avait juste embobiné le système à sa manière. Et même s'il fallait jouer à l'idiot, ça l'emplissait d'une certaine fierté. Loïc pouvait bien rejoindre les moutons s'il le voulait. Tous ces winners qui ont compris la vie. Mais tandis qu'il referme la porte de bois sur la grille, un malaise le gagne. Il n'a plus envie de faire la grasse mat. La matinée est complètement gâchée. Et surtout, Loïc ne sera pas sur le banc comme d'habitude. Il y a là un miroir au-dessus de la commode et du panier avec le trousseau de clés. Il croit son reflet et ne peut tenir le regard. Une honte immense le submerge. « Je suis un imposteur », murmure-t-il pour lui-même. Il sanglote, allume une cigarette, écarquille les yeux et se précipite au dehors. Il a toujours son peignoir et ses charentaises. « Loïc !» s'écrie-t-il. Mais il se ravise car M. Landuc est dans son jardin à arroser le laurier qui longe sa clôture blanche. L'homme dévisage Hubert, qui s'empresse de faire l'impotent. Il adopte ce regard vide et cette démarche saccadée, presque mécanique. « Bonjour Hubert, » dit Landuc. « Vous êtes matinal, tout va bien ?» Hubert se contente de lever le bras et poursuit son chemin. Il aimerait courir, mais il faut maintenir les apparences. Loïc, lui, marche à peu près normalement. Son dos fait un peu mal, mais l'émotion le porte au devant. Bientôt, il atteint la Grand Place. En terrasse, les plus vieux boivent leur café. Bien sûr, ça ne leur échappe pas.
Regardez, dit l'un. ce serait pas Loïc, ça? Mais si, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'il fait là, à cette heure-ci? Mais vous êtes sûr que c'est lui? Hé, Loïc! L'intéressé se retourne, au loin, et les salue d'un geste enjoué. Ah bah, c'est bien lui. Arrivé en bas du perron, il fait une pause. Son cœur vient de s'emballer. Hubert hésite, mais se lance sur la place à son tour. Il ajoute quelques tocs à sa gestuelle habituelle. Voilà Hubert, dit l'un des villageois. ces deux-là ne sont jamais très loin. Qu'est-ce qu'ils font? Hubert rejoint Loïc, qui s'est assis sur l'une des marches pour reprendre son souffle. J'ai le cœur. Murmure Hubert dans sa barbe. T'as pris des médocs? Non, j'ai oublié. J'étais trop content en me levant. Mais t'es fou! Tiens, Hubert sort un cachet de sa poche. Il est des deux le plus prévoyant, et il a toujours des cachets à portée de main, si tu veux travailler, ajoute-t-il. commence par pas mourir. Il l'aide à se relever, et tous deux montent l'escalier de 5 marches. Le maire est matinal, toujours le premier sur place, bien avant le personnel de ménage. Aussi est-il surpris en voyant quelqu'un entrer. Hubert et Loïc de surcroît. « Bonjour, dit le maire. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va bien, dit Loïc. Je veux juste vous parler. Il y a un silence. Hubert regarde au sol. Ça le démange de regarder ce qui se passe. Mais il maintient la position. Un regard trop lucide pourrait le trahir. L'attitude de Loïc est déjà embarrassante à souhait. Le maire plisse les yeux et les plante dans ceux de Loïc. « Eh bien, j'aimerais travailler. N'importe quel travail, celui que vous avez. » Les sourcils du maire se soulèvent un peu, ce qui fait remonter ses petites lunettes rondes et jaunes. « Je ne suis pas sûr de comprendre, Loïc. Votre handicap, vous ne pouvez pas travailler. »« Je sais, mais je m'en sens parfaitement capable, maintenant. En fait, je m'ennuie. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un travail. Je travaille gratuitement, j'ai la pension. » Je vois. Et vous, Hubert ? Hubert tremblote, il sue du front. Quel idiot, Se dit-il. Je n'aurais jamais dû venir. Quel imbécile. Il se contente de remuer la tête de gauche à droite d'un geste saccadé, histoire de bien faire comprendre que c'est non. Si Loïc travaille, il ne sera pas avec vous, Hubert. Ça risque de créer un vide, vous ne croyez pas ? Oui, dit Loïc. Le maire a raison. Tu devrais travailler avec moi. Hubert se tourne légèrement, comme un gosse qui aurait fait une connerie. Bon, laissez-moi la journée pour y réfléchir, Loïc. Je vous trouverai bien quelque chose à faire. Mais je peux déjà émettre une condition. Vous devrez travailler tous les deux. Si Loïc peut travailler, je suis sûr qu'Hubert... Le maire s'interrompt net. Hubert vient de s'évanouir. L'émotion a été trop forte. Ni une ni deux, le maire contourne son petit bureau et va prendre le pouls de l'homme. Aucun souffle. « Vite, Loïc! Va chercher le défibrillateur, à l'entrée !» Le maire déverrouille son téléphone pour appeler les secours. Il le tient dans le creux de son cou tout en commençant un massage cardiaque. Loïc revient. Il a pris l'appareil avec une étonnante rapidité. L'urgence de la situation ne lui a pas laissé le temps de penser. Il a posé l'action juste. Mais il reste à l'écart et observe impuissant comment le maire tente de réanimer Hubert Potinet. Il y a comme un malaise. Le cercueil est ouvert, avec le visage pâle d'Hubert Potinet dedans. Pas moyen de le ramener à lui. Le père Perrault, qui décide de passer outre la partie « Hubert était un homme comme si, tout le monde l'aimait, blablabla ». Et puis, ce n'était pas comme s'il y avait foule. Le maire, la mine grave, couve une dépression. Mais la suite montre que ce n'est pas ça qui lui fut fatal. Pas directement, du moins. Loïc, pantois et désorienté. 2 ou 3 villageois, entrés par respect, puis repartis. Peut-être étaient-ils simplement venus pour eux-mêmes. Hubert était une partie du village qui s'en allait, ça foutait un peu le bourdon. Quand quelqu'un disparaît dans une ville,
On en parle, mais ça passe. Dans un village, tout a plus de poids. Qu'Hubert Potinet repose en paix. Amen. Les paroles du prêtre résonnent dans l'église, puis le silence. Un bruit blanc. Le maire pose une main sur l'épaule de Loïc, rétracte ses lèvres et finit par dire « Passez demain. Je vous trouverai bien un emploi. Vous serez payé. » Il avait envie de dire que tout travail mérite salaire, mais un sombre nuage gagne son esprit. Comme ces nuages gorgés de pluie qui annoncent l'orage, il s'en veut, terriblement. Et cette crise cardiaque lui rappelait son père, lui aussi décédé d'un arrêt cardiaque. Devant lui, alors qu'il n'avait que 7 ans. L'histoire se répétait. La culpabilité est un poison terrible. Elle contamine l'âme et vous fait mourir. Pire, elle attire les mauvais esprits. Le maire aurait dû le savoir. Le prêtre disparaît par une porte dérobée. Loïc reste assis, entend la porte battante de l'entrée, après la sortie du maire, et un doute l'assaille. Il fronce les sourcils, se retourne, cherche d'un regard inquiet quelqu'un. Ses yeux reviennent à Hubert. « Oh, il y a quelqu'un ? Ohé !» Mais personne pour soulever le cercueil jusqu'au cimetière. Pas même un chien qui attendrait son maître défunt dehors. Il se lève et s'approche hésitant du cercueil. L'idée saugrenue de réveiller Hubert lui vient. Normalement, c'est Hubert qui a les idées. C'est lui qui lui a tout appris. Comment feindre le handicap ? Comment prendre le système à son propre jeu ? Il se rappelle cette phrase mémorable. « Commence par pas trop te laver, » avait dit Hubert. Les gens aiment pas trop les gens sales. Quand tu auras un employé de l'administration en face de toi, arrange-toi toujours pour être répugnant. Il faut qu'il expulse l'affaire en deux, tu comprends ? Un coup de tampon, et te revoilà reparti d'où tu viens, avec ta pension renouvelée. Loïc n'aimait toujours pas l'idée. Mais elle avait fait ses preuves. On n'examine pas à fond un dossier quand le concerné sent le foin. Loïc va derrière, voir s'il aperçoit le prêtre. Mais Perrault n'est pas là. Il ne voit qu'un autel et des bougies. Une vierge, aussi pâle qu'Hubert, semble rire sous cape. Loïc commence à suer devant tant de responsabilités. Il revient au petit trot dans la salle principale, trébuche contre l'un des bancs en bois, bim, juste sous le genou. Il se recroqueville de douleur et mord sa main. Des larmes sortent du coin des yeux. Les nerfs lâchent. Il ressort presque en sanglotant. Dehors, le village suit son cours. Il va chercher le maire, le trouve à son bureau. Il croise la secrétaire et ses grandes lunettes rouges. Elle n'a jamais vu le maire dans cet état et lui prépare un café. « Monsieur le maire !» dit Loïc en boitant. « Ah, monsieur le maire, il faut déposer le cercueil au cimetière. » Le maire relève la tête. Il a l'air absent. Mais il finit par réagir. « Oh bon sang, bien sûr. Je m'en charge, Loïc. Rentrez chez vous. »« Je voulais vous dire quelque chose, monsieur le maire. C'est que c'est pas de votre faute. Hubert m'a dit que si je voulais travailler, je devais commencer par pas mourir. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'Hubert avait pas envie de travailler. Alors il est mort. Voilà. » La bouche bée et éreintée, le maire retire ses lunettes et baisse la tête tout en essuyant les verres. « Merci Loïc. C'est adorable de vous préoccuper pour moi. Mais je suis le maire du village et... » Il hésite. « Et je me sens investi d'une certaine responsabilité. Je dois assurer la sécurité des habitants. » « Mais pas au détriment de votre santé mentale, » intervient la secrétaire qui dépose la tasse de café sur le bureau. « J'ai ajouté 2 spéculoos. Vous n'avez rien avalé de la journée. Un peu de sucre vous fera du bien. » Le maire ne trouve rien à redire. Il boit une gorgée, puis croque un bout de biscuit, fébrile. Il se dit que l'homme est bien peu de choses sans la femme. Mais il se garde de dire ce genre de choses. Il est de la vieille école, pourtant il vit avec son temps. Si ce n'est que cette satanée dépression sonnait à sa porte, comme un voyageur qu'on avait eu plaisir à voir partir, mais qui serait revenu après avoir fait chier d'autres gens dans d'autres contrées.
Ce n'est pas votre faute, insiste Loïc. J'ai vu mourir des gens à cause de la culpabilité. Le maire est surpris. Il trouve Loïc bien bavard. Il s'étonne qu'il y ait eu une vie, lui qui avait toujours été sur le banc. En réalité, Loïc confondait les films qu'il avait vus avec la réalité. Il avait effectivement vu un homme tomber en dépression parce qu'il avait mauvaise conscience. Mais il l'avait vu à la télé. Je vous laisse maintenant. Reposez-vous. À demain. Loïc a quelque chose d'extrêmement humain et touchant. La secrétaire en a le sourire, comme devant un chiot ou un enfant maladroit. Elle attend qu'il sorte et dit « On dirait qu'un ange gardien veille sur vous désormais. Vous pourrez bientôt vous passer de moi ?» Le maire sourit, le menton dans son col, puis le barrage cède. Il pleure sans retenue. Il veut s'expliquer, se cacher, mais rien à faire. La mort d'Hubert lui revient, et derrière elle la mort du paternel, et derrière encore, allez savoir quoi. Sa secrétaire lui apporte des mouchoirs et ose le serrer dans ses bras. Non, elle n'a aucune vue sur le maire, et lui sur elle non plus. Juste un acte de pure camaraderie entre deux travailleurs qui se voient tous les jours. Loïc est sur le pied de guerre. La mort d'Hubert est toujours en embuscade, mais il a réussi à l'accepter. Il a pleuré de tristesse et pleure encore en se rappelant leur conversation lunaire sur la vie, assis tous deux sur ce banc, parfois sous la voûte céleste. Ils ont ri, se sont disputés bien sûr. Ils ont comploté pour préserver cette pension d'invalidité. Loïc venait de passer au cimetière. Il parlait chaque matin un quart d'heure avec Hubert, histoire de lui expliquer que le travail, c'était pas si mal à y regarder par deux fois. Ce matin-là, il lui avait expliqué comment il avait aidé la secrétaire à digitaliser toute la comptabilité. Il avait même dit « Oh, la compta Hubert, je te dis pas. Pouh, c'est chiant. Mais bon, ne pas la faire, c'est l'angoisse. Et puis, c'est pas si compliqué quand tu la fais tous les jours. Faut être patient, mais ça, nous, on savait faire. On était les rois de la patience, pas vrai ?» Après quoi, il était reparti par le sentier, le cœur serré. Le voilà devant la porte du maire. Il venait le chercher tous les matins. Le maire avait laissé faire, Loïc se faisait simplement du souci pour lui. « Monsieur le maire ?» dit Loïc en toquant. « Monsieur le maire, tout va bien ?» Mais pas de réponse. Par la fenêtre, on ne voit que la cuisine. Une casserole avec des spaghettis qui collent attendent d'être mises à la poubelle. 3 bouteilles de vin bon marché décorent la table. Loïc a un mauvais pressentiment. Il toque, essaye d'ouvrir, mais rien. Il envisage le pire soudain. Alors il court à la mairie, mais il se dit qu'elle est fermée et s'arrête devant. C'est le maire qui ouvre normalement. La secrétaire n'arrive qu'une heure après. Pourtant, la porte n'avait pas été fermée à clé. Ah, quel idiot! Il faut que je demande de l'aide. Il va au bar. 2 types fument dehors. L'un boit un café, l'autre une bière. Loïc trouve que la bière à 7h du mat, c'est pas ça. Il leur dit « Je crois que le maire a un problème. Il ne m'ouvre pas. » Du calme, Loïc. Il dort encore, il est tôt. Non, non, il est matinal, vous le savez. Réglé comme une horloge. Pourquoi tu prends pas un café en attendant le maire? Mais vous n'allez pas m'aider? Écoute, Loïc, t'es gentil, mais là, on a la tête dans le cul. T'étais plus détendu quand tu travaillais pas. Il y a un silence. Loïc ne sait plus quoi dire, et les 2 autres ricanent. Il continue à boire. Loïc regarde le serveur derrière le comptoir, Monsieur Chambiche, qui, ces derniers temps, se dit que tenir un bar, c'est beaucoup trop de boulot, mais qu'il faut bien vivre. Il envisage d'ouvrir à la place une épicerie, quelque chose de plus tranquille. La gestion des ivrognes, c'est ce qui les rinque le plus. « Qu'est-ce que je te sers ?» dit Chambiche. « Une infusion de valériane ?» Les 2 autres ricanent de plus belle. Et Loïc se dit alors que le village, c'est pas toujours ça. C'est comme la bière à 7h du mat. Il ne dit rien et s'éloigne, penaud. « Hé Loïc !» dit le type à la bière. « C'est bien que tu te sois bougé le cul. Le Hubert là, qu'il repose en paix. Mais c'était un sacré parasite.
Et là, malgré un vent ingrat qui vous gèle l'os, Loïc sent la lave monter. Une colère qu'il n'avait pas eue depuis le CP. Son volcan intérieur implose. « Quoi? Qu'est-ce que t'as dit ?» Du calme, l'assisté, baisse d'un ton. Mais l'homme à la bière n'a pas le temps d'en dire plus que Loïc se rue sur lui. Pas extrêmement vite, mais assez pour surprendre l'autre. Et comme il a la panse bien chargée, il parvient à plaquer l'homme violemment, qui s'écrase contre la vitre. Elle craque un peu sous le choc et une fissure apparaît. Il frappe Loïc au dos. Son acolyte tente de les séparer. Le serveur s'y met, mais rien à faire. Loïc serre les côtes à les rompre. Il a les joues gorgées de sang, on dirait un taureau en furie. Alors l'homme éclate sa bouteille de bière sur sa tête. Un peu de sang gicle, mais Loïc tient bon. L'homme a gardé le tesson dans la main droite. Il plante le verre coupant dans le bas du dos, et cette fois, Loïc lâche prise, une main sur sa plaie. Il titube et recule en poussant un petit gémissement. Heureusement pour lui, son bourrelet est une vraie muraille de graisse. L'homme à la bière brandit l'arme avec fierté. Il gonfle le torse. Son camarade et le serveur s'écartent à leur tour. « Ah, tu fais pas le fier maintenant. Allez, viens, viens !»« Du calme, Alex, » dit le serveur. « Pose ça. » Loïc était juste en colère pour son ami. Mais l'homme à la bière est comme tous ces types apeurés au fond d'eux-mêmes. Ces types qui détestent les femmes, qui détestent l'autorité, la vie en général, qui se battent pour un regard oblique et que l'alcool rend un peu plus bête au fil des ans. Le serveur va chercher un torchon propre et va voir Loïc assis sur un banc non loin. « Laisse-moi voir. » Chambiche soulève le pull, puis la chemise à carreaux pleine de sang. Il émet une sorte de grognement en voyant la vilaine plaie. Il plaque le torchon sur la fontaine de sang. « Maxence, va chercher ta caisse. Faut l'emmener à l'hôpital. »« Non, » dit Loïc. « Faut aller voir le maire. » « On s'occupe du maire. Toi, tu vas te faire recoudre. Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang ?» C'est ainsi que Loïc fut conduit aux urgences à 30 km du village. Un peu plus tard, Stéphanie Pertuis, la secrétaire, arrive devant la mairie. Elle pose machinalement la main sur la poignée, car elle sait que le maire est déjà là. Mais ce n'est pas le cas. Pourtant, la porte n'est pas fermée à clé. Elle rentre prestement et se fige en voyant des feuilles éparpillées au sol. Elle fronce les sourcils et relève la tête d'un air ensuqué. Il y a 2 chaises renversées, une tasse brisée au sol, et bon nombre de tiroirs et de placards sont ouverts. Son cœur s'emballe. « Monsieur le maire ? Loïc ? Il y a quelqu'un ?» Aucune réponse. Elle n'ose pas bouger. Sur le seuil de la cuisine, un peu plus loin, sur la droite, du café macule le seuil. Il y a comme une énergie pesante dans l'air. Elle sent sa poitrine oppressée. Elle se décide à avancer vers le téléphone fixe dans le bureau du maire. Le désordre est pire encore en cet endroit. Tous les classeurs sont au sol. Mais ce qui lui glace le sang, c'est l'écran du laptop. Car il grésille. Un frisson la secoue. Mais elle se saisit du combiné sans quitter l'écran des yeux. Le téléphone sonne. Elle tombe sur le répondeur du maire, Serge Lampy. Elle décide d'appeler Loïc. Elle voit qu'il a essayé de l'appeler par 3 fois. Elle le rappelle, il décroche et part dans des explications trop rapides. « Tu calmes, Loïc. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Où êtes-vous ?»« À l'hosto, ce con d'Alex qui m'a planté du verre. Mais rien de très grave. Le maire n'est pas arrivé ?»« Non. Il lui est arrivé quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. » Elle regarde le désordre qui l'entoure et a soudain une révélation. La caméra de sécurité. L'unique caméra suspendue dans l'entrée. « Il y a eu du grabuge ici. »« Comment ça ?»« Des choses sont à terre, comme après un cambriolage. C'est sans dessus-dessous. Je dois consulter les images de surveillance. Prenez le temps de vous reposer, je vous rappellerai. » Il veut protester, mais elle raccroche et le laisse à l'autre bout de la ligne dans une attente insoutenable. Il tente de la rappeler, elle ne répond pas.
Alors il sort de l'hôpital, malgré l'interdiction des infirmiers. Il lui faudra prendre le bus ou appeler un taxi. Va pour le taxi. Stéphanie va dans la salle informatique. La mairie n'a pas les moyens de s'offrir un agent de sécurité. Il fut un temps où il y en avait un, à temps partiel. Mais depuis quelques années, les budgets avaient réduit comme peau de chagrin. Elle déplace sa souris, clique 3 fois, et les images apparaissent. Elle avance un peu dans le temps. Le maire veille tard, comme à son habitude. Il va à la cuisine se servir un café, puis il revient dans son bureau. Elle ne voit pas ce qu'il se passe dans le bureau, à cause de l'angle mort. Mais environ 10 minutes après, elle voit des feuillets glisser au sol et venir dans la salle principale. Puis le maire sort en toute hâte, trébuche, se retourne vers son bureau, crie d'horreur et sort du champ de la caméra en toute hâte. Il a dû sortir de la mairie en claquant la porte derrière lui, histoire de se protéger. Stéphanie sent le poil de ses bras se dresser. À l'écran, elle vient de voir 2 chaises bouger seules, puis des tiroirs s'ouvrir. Elle recule sur son siège et met l'ordinateur en veille. Elle regarde autour d'elle, les yeux grands ouverts. Elle veut penser à une farce ou à un phénomène géologique. Mais elle murmure pour elle-même. Ah, un poltergeist. Elle sent ses doigts fourmiller. Son regard se porte sur chaque chose avec une angoisse si grande qu'elle est en passe de suffoquer. Elle se relève prise de nausée, pose une main sur le bureau pour se retenir. Le fauteuil à roulettes bouge. Il bouge seul dans son dos, d'abord lentement, très lentement, puis il va s'écraser contre le radiateur. Elle pousse un cri d'effroi, contourne le bureau et court en direction de la sortie. Elle compte bien sortir de cet endroit hanté sans même se retourner ou prendre la peine de refermer la porte d'entrée derrière elle, contrairement au maire. Mais un gros classeur de la compta la percute en plein vol. Elle retombe sur le sol froid, inconsciente. Stéphanie se réveille sur un lit de fortune, très proche du sol. Dans la pièce, des bougies brûlent. Ça sent l'humidité et l'encens. Loïc est assis sur une chaise, les mains sur les genoux, plongé dans ses pensées. Il voit qu'elle remue un peu. « Ah, vous revoilà. On vous a trouvé dans la mairie. » Elle cligne des yeux et l'anxiété oppresse sa poitrine. Elle se met sur son séant. « Où est-ce qu'on est ? » ?»« Dans la chambre du prêtre. Vous avez vu les images ? » Il bouge la tête de bas en haut pour dire oui. « Et le prêtre Perrault, où est-il ? » ?»« Il est toujours là-bas. Il bénit le lieu et tente de communiquer avec le malin. » Elle regarde Loïc bouche bée. Le malin ? Comme si ça allait de soi. « Je crois que c'est le fantôme d'Hubert, » dit Loïc. « Mais le père Perrault a ses doutes. » « Taisez-vous, Loïc. Je déteste ces choses-là. Je veux rentrer chez moi. Vous avez prévenu la police ? » ?»« Non. Enfin, je voulais signaler la disparition du maire, mais le prêtre a dit qu'il valait mieux pas, que la police compliquerait l'affaire. Et il a dit surtout de rien dire concernant le poltergeist. Oui, c'est ça. Je vais vous accompagner, Madame Stéphanie. » Il se lève maladroitement et l'aide à se mettre sur pied. Elle semble contrariée par les décisions du prêtre. Il lui tend son sac. « Toutes les affaires sont dedans. J'ai juste eu à ramasser le rouge à lèvres et les compresses. » Il lui donne le bras. Elle est encore un peu sonnée. En sortant de l'église, que le prêtre Perrault ne ferme jamais à clé, il croise Alex au bar. Loïc a envie de le claquer. Son rire moqueur et ivre le met hors de lui. « Ah putain, si Loïc finit par se taper la secrétaire, je te jure, je me coupe les couilles. »« Ah, ta gueule, Alex !» dit son compagnon, plus ivre encore. « T'es juste jaloux. Et de toute manière, tu finis toujours cocu. Parce que t'es une énorme tête de bite. » « Mais t'es mon pote. J'ai la charité dans le sang. » Il trinque sur la bière d'Alex, qui ne trouve rien à redire d'abord, et se contente de ricaner.
Alex est plein de défauts, mais il encaisse plutôt bien les railleries. Enfin, la plupart du temps. Alex est en réalité un type qui cherche encore, à l'âge adulte, un père pour le guider et même le réprimander. Il a soudain un sursaut d'âme et finit par dire « Ah, c'est le type le plus bidon du village qui va me réconcilier avec ce village. Ce village à la con. La vie emprunte des chemins bien surprenants. » Son pote rit et prend la pique avec dignité. Il fait même une révérence. Et sur ces mots, Alex redresse le col de sa veste en cuir noir et va commander 2 gin tonic. Après les bières, les gins et quelques shooters ici et là. Il y a toujours un gars qui paye sa tournée de shooters, comme s'il n'y avait pas de lendemain, et qui se déteste, le lendemain, en voyant son compte en banque. Mais ces types-là faisaient l'essentiel du village, donc si c'était toi un soir, c'était ton voisin le lendemain. Tout ça s'équilibrait. Le maire, toujours disparu, avait dit un jour au barman, Chambiche, « Le gouvernement légalise l'alcool parce que ça fait tourner l'économie, tout en assoupissant les masses. Mais entre vous et moi, Chambiche, c'est une drogue dure. La pire qui soit. » Ce sur quoi le maire avait repris un verre de vin, tout en repensant à son ex. Elle était partie avec les enfants. Il n'avait émis aucune résistance. Ça faisait 5 ans déjà. Un jeune homme joue à la Game Boy sur le parvis de l'église. Le père Perrault lui a dit 100 fois qu'il n'aime non seulement pas ses jeux vidéo, mais encore moins qu'il joue sur le seuil de la maison de Dieu. Mais Isma aimait bien cet endroit. En ce moment, il joue à Indiana Jones, des heures durant. Il sait que s'il rentre tout de suite à la maison, maman va lui dire la même chose que le père Perrault. Pire, elle pourrait avoir la sotte idée de lui confisquer la Game Boy. Elle lui dirait qu'il a l'âge d'être un homme, qu'il devrait plutôt aller au champ ou à l'usine, faire quelque chose d'utile. Pas comme Hubert, feu Hubert, qu'il devrait faire comme Loïc et se sortir les doigts du cul. Soudain, l'écran grésille un peu. Le jeune Isma se fige, puis reprend sa partie. Mais l'écran se fige encore, et Indiana Jones reste suspendu pour de bon. Il secoue la Game Boy. Le jeu finit par reprendre. Mais il éprouve déjà de l'anxiété à l'idée que la Game Boy ne fonctionne plus. Malgré le vent qui court le long de son cou fin, il reste assis sur les marches froides. Mais une présence le détourne du jeu. Il entend quelqu'un ramper. Il détourne le regard et n'en croit pas ses yeux. Un homme rampe bien au sol. Ses habits sont maculés de boue et de brindilles. Il ne reconnaît pas tout de suite l'individu, car seuls 2 lampadaires fatigués éclairent la petite place et le jeu de boules. Les petits gravats du sol se collent au passage de l'homme rampant. Isma n'ose plus bouger. Il sue du front. « Aide-moi » dit l'homme d'une voix à peine audible. « Aide-moi » Dans un dernier effort, il tend le bras et ses doigts crispés. Puis il s'évanouit sur le jeu de boules. Isma range sa Game Boy. Le jeu n'a plus aucune importance. Un jeu bien plus macabre et prenant se déroule sous ses yeux. Il ne le sait pas encore, mais un grand malheur est sur le point de frapper. « Hé, monsieur! Hé !» Isma s'avance lentement, tout en prenant soin de mettre de la distance avec l'inconnu. Il s'accroupit pour mieux voir son visage. Dans la lueur du lampadaire, il reconnaît le maire, Serge Lampy. Il recule, regarde hagard autour de lui, puis se réveille enfin. Il court vers l'église, ouvre la porte en bois et voit au bout de l'allée centrale le prêtre en train de ranger ses affaires. « Mon père, vite ! Le maire a besoin d'aide !» Le prêtre relève la tête, puis laisse tout en plan. Il soulève un peu son habit des 2 mains pour faciliter son pas de course. Isma lui ouvre le chemin, pointe du doigt le maire, inconscient, étendu là. Le père se met à genoux près du corps inerte. Il prend le visage de Serge Lampy dans ses mains. Il a les yeux révulsés et commence à trembler. Une bave mousseuse s'accumule dans sa bouche. « Aide-moi à le soulever, vite !»« Mais il faut appeler l'ambulance. »« Non, ils ne pourront rien. Soulève-le.
Nous allons nous installer dans ma chambre. » L'homme d'église saisit les aisselles de Serge Lampi. Il sent le bout de ses doigts fourmiller. Quelque chose de malsain lui parcourt la peau. Mais Isma saisit déjà les pieds du maire et il se déplace lentement vers l'église. Le maire est plutôt mince. Il a même minci à vue d'œil. On le dirait maigre. Pourtant son corps pèse lourd. Comme si son âme était chargée d'une conscience trop lourde à porter. Mais déjà le maire a une idée assez précise de ce qu'il se passe. Il pousse la porte battante de l'entrée avec son dos. Isma relâche sa prise et le prêtre n'attend pas. Il traîne le corps à bout de bras. « Laisse, dit-il. Va chercher Loïc. » Isma hésite. « Cours !» Cette fois, le jeune adulte se met en marche. Il court le plus vite possible. Bientôt, tout le village de Fauteuil serait au courant. Et peut-être au-delà. Mais il y aura du déni. Beaucoup de déni. Le père Perrault atteint sa chambre. Le maire a cessé de trembler. Il a les yeux fermés. Il parvient à le mettre sur le lit de fortune. D'abord le torse, puis les jambes. Il va chercher de l'eau et sa trousse de secours. Ibuprofène, bande, pansement, ciseaux, sparadrap. Il a même une dose de morphine. Ça lui rappelait la guerre. C'était il y a si longtemps. Pourtant, il en a des souvenirs si vivaces qu'il a parfois des insomnies. Mais là, ce n'était pas l'armée nazie qu'il avait en face. Cette armée qu'il a en face n'est pas de ce monde. Il revient et reste transi de peur. La trousse dans une main, la carafe dans l'autre. Serge Lampi est dans un coin de la pièce. Il est de dos, la tête appuyée dans un angle. Le père repose lentement la carafe et la trousse à ses pieds. Il saisit son crucifix et la mini-bible qu'il a toujours dans sa poche. « Serge, vous m'entendez ?» Mais l'homme dans la pénombre du recoin ne bouge pas. Les bougies font danser des ombres sur les murs. La pièce est froide, très froide. On entend la porte d'entrée s'ouvrir. « Mon père ! Mon père !» C'est Loïc qui accourt, suivi d'Isma, qui n'a rien voulu savoir quand on lui a dit de rentrer chez sa mère. Tous deux arrivent en toute hâte, manquent de bousculer le père, qui se tient sur le seuil. Ils regardent par-dessus les épaules de Perrault, qui tient toujours la Bible à bout de bras. « À qui ai-je affaire ?» dit-il. « Décline ton identité. » Mais il n'a pour seule réponse qu'un murmure guttural. Le maire est toujours dans son coin. On ne voit pas son visage. Isma est bouche bée. Loïc sent une peur l'envahir. « Isma, » dit le père. « va chercher les lanières de cuir dans mon bureau. Elles sont près de la Vierge Marie. » Loïc repousse Isma pour le réveiller. Le jeune homme s'exécute. Perrault peut sentir le pouls lourd et le souffle chaud de Loïc dans sa nuque. « Qui es-tu, démon ? Je t'ordonne de répondre. » Le maire est pris de spasmes. Il se tourne légèrement. On ne voit qu'un tiers de son visage par alternance selon la danse des flammes. Cette fois, le murmure est plus distinct. Asmodée, démon destructeur, chassé par l'archange Raphaël. Le père Perrault se dit que c'est impossible. Mais les démons ne mentent pas sur leur identité. Ils sont trop fiers. Leur orgueil est si grand qu'ils ne résistent pas et s'empressent de répondre en toute franchise. « Laisse ce pauvre homme. Tu n'as pas ta place chez nous. L'archange Raphaël est le protecteur du village. Tu as très mal choisi ta proie. » Mais tout en disant cela, le père a la désagréable sensation qu'un plan maléfique est sur le point de voir le jour. Asmodée était-il en passe de renaître, de faire son grand retour? Il avait déjà récupéré des forces au travers d'Hubert Potiné, et le voilà dans le corps du maire, Serge Lampi. « Fais-moi face, démon. Vois ton ennemi. » Le père Perrault s'avance en guise de défi. Le maire, possédé et inconscient, se tourne maladroitement. Il a des gestes de tête saccadés, comme si le vrai maire essayait de se débattre.
à moins que ce ne soit le démon qui tente de manœuvrer le corps de l'homme. « Attention !» dit Loïc en poussant le père pour se mettre à son niveau. « Il a quelque chose dans la main !» Tous deux observent le bout de bois pointu qu'il tient dans sa main droite. C'est un bout du lit arraché. Il faut avoir une sacrée force pour en prendre un bout comme ça. Le maire était trop faible pour ça. Ce ne peut être que le démon. « Si tu abuses de cet homme, dit le père, tu vas le faire s'évanouir à nouveau. Tu peux même le tuer. Qui prendras-tu alors ?» Mais le démon ne répond pas. Du sang goûte un peu de la main de Serge Lampi. Il tangue légèrement de gauche à droite, la tête dans le menton, si bien qu'on ne distingue pas ses yeux. Une bougie se met à bouger. D'abord lentement, puis elle vient s'écraser contre l'habit du prêtre. Loïc s'interpose pour le protéger, mais toutes les bougies s'éteignent comme sous l'effet d'une bourrasque, et la petite salle est plongée dans le noir. Loïc pousse alors un cri. S'ensuit un corps à corps entre les trois. Isma attend dehors, dans la salle principale, les lanières dans les bras. Il n'ose plus bouger, le regard fixé sur la porte baignée de noir. Les secondes semblent éternelles. Il n'entend que son cœur bomber dans son torse. Alors le père Perrault ressort, maculé de sang. Il court vers Isma et le prend par la main. Tous deux s'éloignent dans l'allée tout en regardant en arrière. Serge Lampi sort à son tour. Il boite. Le morceau de bois est couvert d'un sang rouge et noir. Il veut accélérer, mais le cœur lâche. Il retombe à terre de tout son poids. Isma se cramponne au père Perrault qui n'ose plus bouger. « Va chercher le défibrillateur, Isma. Cours, mon garçon, cours !» Le corps gorgé de cortisol et les yeux larmoyants, Isma court, à nouveau. Il ne voit même pas sa Game Boy qui est tombée dans l'allée de l'église. « Loïc !» dit le père. « Loïc, tu vas bien ?» Sans réponse, le père Perrault contourne le maire, inconscient. Il prend un cierge au passage et va jusque dans sa chambre. De temps à autre, il se retourne pour observer le corps du maire. Le corps de Serge Lampi ne reviendra jamais à lui, malgré la décharge et l'arrivée de l'ambulance. Quant à Loïc, son corps, d'abord pris de convulsions, gît inerte dans la petite chambre. Ses yeux sont révulsés. Du trou béant de sa gorge s'échappe un sang noir et généreux qui recouvre les vieilles dalles de pierre. Le père Perrault ressort. Il sent la nausée le gagner. Il aperçoit la Game Boy au sol. Elle grésille. Et sur l'écran, un message apparaît. Les objets du mal arrivent. Fautet flambera.